Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous propose de m'accompagner dans une journée de travail à la maison pour vous présenter un petit peu mon point du mois d'artiste, ce que j'ai créé ce mois-ci, ce qui m'a inspiré ce mois-ci, etc. Deux mots pour commencer. Un premier mot, c'est ce gilet. Je crois que je vous en avais parlé l'année dernière de ça. C'est la marque Quintessence France qui est basée à Roubaix, qui vend des vêtements pour femmes si ça vous intéresse. J'adore particulièrement leurs robes, mais qui viennent à un certain coût puisque c'est une entreprise française qui fait imprimer ses tissus à Lyon et qui fait coudre ses robes à Roubaix. Mais par contre, elle a aussi une sélection de mailles italiennes qu'elle fait importer et qu'elle a ajoutée à sa sélection. Et cette année, elle a particulièrement de choix. J'ai acheté ce gilet, j'ai aussi acheté deux petits pulls col levé. Donc je voulais vous parler de ça dans mes favoris du mois. Si vous êtes une femme et que vous êtes en train de réfléchir à votre garde-robe hivernale, cette année, elle a pas mal de choix de modèles et de couleurs, de gilets et de pulls en maille italienne proposés par une entreprise française à des tarifs qui sont plutôt raisonnables. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et donc là, tant que je vous ai, je vais vous parler de 2-3 bouquins que j'ai lus, que j'ai bien aimés. Voyons voir. Alors j'ai lu un livre autopublié par une autrice américaine qui s'appelle, donc l'autrice s'appelle Lindsay Buroker, le livre s'appelle Star Nomad et la série s'appelle Fallen Empire parce que c'est le premier livre d'une série de livres et c'est du space opéra d'aventure. Alors space opéra d'aventure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros c'est un épisode de Firefly ou une mission de Mass Effect, le jeu vidéo si vous connaissez, c'est-à-dire que ça se passe dans l'espace. C'est une capitaine qui est une ancienne pilote militaire. Mais là, la guerre, elle est terminée entre l'Alliance et l'Empire a perdu. Il a laissé derrière lui un système, donc c'est un système solaire avec 3 soleils, une ceinture d'astéroïdes, des planètes. Et comme l'Empire s'est effondré, il a laissé un petit peu un vide de pouvoir, ce qui fait que c'est un endroit où il y a beaucoup de mafieux, de pirates, de choses comme ça qui ont un peu pris le pouvoir depuis la fin de la guerre. Et donc l'héroïne, c'est une ancienne pilote qui est avec une ingénieure. Et l'histoire commence dans une casse en fait de vaisseau où elle espère retrouver le vaisseau spatial qu'elle a vendu il y a plus d'1 an sur cette planète pour foutre le camp de la planète. Sauf que quand elle arrive, il y a un cyborg qui y habite déjà, qui est en fait un humain augmenté qui était du côté de l'Empire alors qu'elle était pilote du côté de l'Alliance et qui refuse de sortir de son vaisseau. Et donc ils vont être obligés de collaborer tous les 3 pour quitter la planète. Et à partir de là, il leur arrive des tas d'aventures. C'est un truc plein d'action. Ça s'arrête jamais. Ils sont poursuivis par des mafieux, ils se font arrêter par des pirates. Enfin, c'est un truc sans fin. C'était hyper divertissant. Si vous aimez les aventures dans l'espace avec des batailles spatiales, des trucs, vraiment un épisode de Firefly quoi. Et donc le bouquin était hyper sympa à lire et c'est le premier tome d'une série qu'il faut lire quand même à la suite. C'est-à-dire que c'est vraiment comme une fin d'épisode dans une saison quoi. Parce que elle a quand même soulevé des questions, des mystères géopolitiques, des mystères du passé des différents équipiers de son vaisseau. En fait c'est un peu l'épisode qui a rassemblé l'équipage dans le vaisseau si vous voulez. Et on sent qu'il va y avoir d'autres aventures. Et effectivement j'ai regardé depuis, je crois qu'il y a une dizaine de tomes, c'est des petits romans. Ils font peut-être 200 pages sur la liseuse. Mais c'est un vrai plaisir à lire, c'est vraiment de l'aventure. Ah, un autre truc que j'ai lu, qu'on m'a conseillé il y a des mois et des mois, qui est sur ma liseuse depuis des mois, je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'en avait reparlé récemment, c'est la série Kate Daniels par Ilona Andrews. Donc j'ai lu le tome 1 en anglais qui s'appelle Magic Bites, mais bon ça a été traduit je pense, hein, depuis le temps que cette série existe, parce qu'elle a bien 15 ans, enfin en tout cas le tome 1 il a bien 15 ans. Et donc qu'est-ce que c'est la série des Kate Daniels? Donc l'héroïne c'est Kate Daniels, c'est un univers un peu urban fantasy mais post-catastrophe, ça se passe à Atlanta et en fait la magie est venue faire des vagues qui ont disrupté la technologie et du coup c'est un univers
post-magie, quoi. Où un coup c'est la magie qui en est fait, un coup c'est la technologie qui en est fait. Évidemment, tous les humains sont au courant maintenant que la magie elle existe. Et il y a tout un tas de créatures, comme beaucoup d'histoires d'urban fantasy. Il y a des change-formes, je sais plus comment elles les appellent dans ce... des loups-garous, quoi. Mais c'est pas que des loups, c'est différents animaux. Il y a des vampires aussi, mais alors ce qui est intéressant c'est que les vampires c'est pas du tout des créatures comme on a l'habitude. C'est pas comme dans Twilight, les beaux gosses qui brillent au soleil. C'est des espèces de créatures qui réfléchissent pas par elles-mêmes. Et il y a tout un groupe de personnes qui s'appellent les people, qui sont des sortes de magiciens, qui les contrôlent à distance en fait. C'est comme si les vampires ils ont pas de conscience à eux. C'est des marionnettes qui servent de soldats un peu. Je trouvais ça intéressant comme concept. Et les loups-garous, je crois que c'est des victimes d'un virus à la base. Virus lycanthrope. Donc c'est intéressant quand on lit de l'urban fantasy de voir comment chaque auteur et autrice a recréé son univers à partir de classiques. Donc les magiciens, les sorcières, les loups-garous, les vampires, les machins, c'est ultra classique. Mais chacun a sa petite touche et je trouve que c'est intéressant à découvrir. Et donc dans cet univers-là, Kate Daniels c'est une magicienne. Enfin, on comprend qu'elle a de la magie. Mais c'est une mercenaire avant tout, elle se bat avec une épée qui réagit à son pouvoir magique, et elle travaille, je crois qu'elle appelle ça la guilde, pour la guilde des mercenaires. Et puis il y a différents ordres, donc il y a la meute de loups-garous, il y a donc les people qui sont les magiciens qui contrôlent les vampires, il y a la guilde des mercenaires à laquelle elle appartient, je sais plus qu'il y a une espèce d'ordre de chevalier aussi, pour qui justement elle va faire sa première mission dans ce premier bouquin. Donc c'est vraiment un truc du genre, c'est un peu Buffy contre les vampires rencontre Jessica Jones. C'est une nana, une femme forte, qui sait se battre, qui est très sarcastique, les conversations avec les gens sont hyper intéressantes. Elle est complètement irrévérencieuse, elle rencontre des gens qui ont beaucoup de pouvoir, elle est complètement irrévérencieuse avec eux. Et il y a un côté enquête. Donc c'est un peu genre mystère paranormal, polar paranormal si vous voulez. Puisque du coup son gardien, donc un chevalier qui appartenait à l'ordre, dont elle était très proche personnellement, est retrouvé mort, et elle décide d'enquêter sur sa mort. Voilà, j'ai adoré. Pour le coup, c'est un peu comme Mercy Thompson, chaque tome est indépendant. C'est-à-dire qu'à la fin du tome, elle retrouve ce qui s'est passé avec son gardien, l'enquête elle est bouclée. Mais on a rencontré différents personnages secondaires, des gens qui l'ont aidé dans son enquête, des gens qu'elle a rencontrés dans le cadre de son investigation, etc. Et on sent que c'est des gens qui vont revenir dans les tomes suivants, soit comme alliés, soit comme ennemis, soit comme peu importe, partenaires business. Mais ouais, c'est comme Mercy Thompson, elle a vraiment mis en place un entourage autour de cette nana, et on sent qu'il va y avoir d'autres enquêtes dans les tomes suivants où les relations vont s'approfondir petit à petit. Et enfin, j'ai commencé une série de romances de fantasy. Je me suis rendu compte que dans le sous-genre de la romance de l'imaginaire, j'aime beaucoup celle de fantasy, parce que les autrices, elles prennent le temps de créer un univers et d'avoir une intrigue, une aventure derrière. C'est pas que la relation de couple, mais il y a tout un univers, tout un fil rouge, etc. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, avec évidemment un univers imaginaire, etc., vu que c'est de la fantasy. Et là, en fait, c'est une série dont j'avais déjà lu le tome 4 sans savoir que c'était un tome 4. Et du coup, je suis revenue au tome 1, qui s'appelle The Mark of the Tala. Je me demande si je vous en ai pas déjà parlé le mois dernier. C'est pas grave. L'autrice s'appelle Jeff Kennedy, la série s'appelle Les 12 Royaumes. Il y a une trilogie autour de 3 sœurs, et après il y a une autre trilogie autour de personnages secondaires dont j'avais déjà lu le tome 4. Si vous aimez bien la romance de fantasy, Jeff Kennedy, la série des 12 Royaumes, vous pouvez vous renseigner sur internet, voir si c'est traduit en français, si jamais vous ne lisez pas l'anglais. J'ai vraiment beaucoup aimé, le tome 2 est dans ma liseuse, j'ai hâte de le lire. Et voilà pour mes lectures du mois. Côté non-fiction, je suis encore en train de lire le bouquin de Beth Campton sur le wabi-sabi, parce que je le trouve vraiment top. C'est vraiment une vision similaire du monde, du slow, de la simplicité par rapport à la manière dont j'envisage les choses. Du coup, je lis vraiment les chapitres lentement. Je prends le temps de les absorber, de les intégrer dans mon quotidien. C'est pour ça que je mets longtemps à lire ce bouquin. Mais je l'aime toujours autant. Du coup, je vous le rappelle, Wabi Sabi par Beth Campton. Je sais qu'il est traduit en français si ça vous intéresse.
nous sommes en fin de matinée et je suis dans mon créneau créatif où en ce moment j'écris donc la novella Prime d'Obsidienne que je suis en train d'écrire pour le Slow Raimo, qui était un défi où j'ai pioché les contraintes de manière aléatoire. Si vous n'avez pas suivi, il y a des vidéos où je vous en parle plus en détail. Donc c'est vrai que ce mois-ci, au mois de novembre, même si j'ai aussi créé un petit peu d'autres choses, on va en parler là, j'étais quand même essentiellement consacrée à l'écriture pour ce projet créatif expérimental qui me permet notamment de mieux comprendre ma propre plume. Donc à l'origine, je me suis lancé le défi d'écrire une romance paranormale. Je pense que l'aspect romance sera quand même présent, mais c'est vrai que je me suis rendu compte, et c'est précisément le but de ce genre d'expérimentation, de ce que j'aime écrire, de ce que j'aime insérer dans mes histoires. Et du coup, Prime d'Obsidienne comporte un important élément d'équipe à bord d'un vaisseau, de comment ils arrivent à s'entendre les uns avec les autres, et un élément d'aventure slash mystère, un petit peu enquête, alors que l'équipe recherche un artefact pour ensuite le subtiliser à ses propriétaires. Donc voilà, je suis en train d'écrire ça en ce moment. En général, mes créneaux créatifs, ils sont fin de matinée, début d'après-midi. J'utilise un petit peu le temps entre midi et 2 lorsque j'ai beaucoup de travail dans mon job de communication. Si j'ai un peu moins de travail, je fais ça entre 10h et midi ou à 14-15h. C'est vrai que j'essaie de pas avoir mon créneau trop tard dans la journée. 14-15h, c'est vraiment le max. Parce que je suis plutôt... En fait, je suis ni du matin ni du soir. Mon rythme biologique, c'est un peu pas trop vite le matin, doucement le soir. Et du coup, mon pic d'énergie, il est quelque part entre 9h et 13h, vous voyez. Donc du coup, j'essaye de mettre ces créneaux de création pure qui sont quand même les plus exigeants en termes d'énergie pendant ce moment-là quand je peux. Et du coup, voilà, donc j'en profite pour vous parler de mes créations du mois. Donc je suis en train d'avancer la novella Prime d'Obsidienne dont je vous parlais. Je pense pas qu'elle sera finie en novembre et je pense que je vais continuer à l'écrire en décembre et en janvier. Et sinon, je me suis occupée de la collection hiver féerique pour la boutique qui n'est plus en vente au moment où vous voyez ce vlog, qui est en vente du 18 au 28 novembre. Je crois que je vous l'avais montré dans le vlog précédent, mais je vous donne un petit exemple. Voilà, j'ai fait des trucs un peu cosy comme ça avec du papier verger. C'est un nouveau papier que j'ai testé là qui vient de Belgique. J'étais assez contente du résultat. Évidemment, comme d'habitude, il y a des planches de stickers, automne hivernal et des petits stickers indépendants. Celui-là, c'est l'assortiment hiver cocon avec un petit peu de tout pour les gens qui veulent tester la papeterie. Et je pense qu'il reviendra, cet assortiment hiver cocon, il reviendra pour la dernière vente de l'hiver qui se tiendra probablement fin janvier. Donc si ça vous intéresse, que vous regardez forcément cette vidéo après la vente de novembre puisqu'elle sort en décembre. Mais voilà, sachez que si ce genre de truc vous intéresse, il y aura probablement une autre vente en janvier pour l'hiver. Et je vous invite à garder un œil sur le site caféauxétoiles.fr, soit notre Instagram qui est animé par Camille si vous utilisez les réseaux commerciaux, sinon le bulletin aux étoiles, notre newsletter, où il y a une lettre mensuelle où je vous parle un petit peu des news de la maison d'édition. Et quand il y a des ventes comme ça ponctuelles, vous recevez aussi un petit mail qui vous rappelle « la vente elle a commencé ». Si jamais vous aimez la papeterie créative, les aquarelles, et que vous voulez savoir quand la boutique sera ouverte. Et il y a quelques produits numériques sur la boutique, je crois qu'il y en a 3 en ce moment, qui sont dispo toute l'année. Et quand la collection Caféité sera sortie, il y aura du coup les e-books qui seront dispo toute l'année. Et donc pour finir avec mes créations du mois, un truc nouveau que j'ai fait, alors j'ai fait des originaux, notamment la couronne de Noël dont je suis très très fière, mais j'ai testé une nouvelle chose, je m'en suis encadré un pour moi, pour décorer mon propre bureau avec une déco d'hiver. C'est ce qu'on appelle un tirage d'art en fait. C'est-à-dire que cette aquarelle là de forêt bleue, je l'ai peinte, il y a un original qui existe, que j'ai peint il y a 1 an et demi maintenant, je crois 2 ans, que j'ai numérisé et en fait que j'ai réimprimé sur du papier spécial. C'est du papier Canson fabriqué en France à grains fins. Donc c'est vraiment un papier haute qualité qui m'a été recommandé par le vendeur de la boutique de loisirs créatifs et de fournitures d'art où je l'ai acheté, spécifiquement pour les tirages d'art. Donc c'est du papier haute qualité, impression haute qualité. Et en fait j'ai rajouté à la main
Si vous voyez, là, il y a l'arbre, le soleil, et il y a des petits oiseaux qu'on voit peut-être pas là sur la caméra, mais il y a des petits oiseaux dorés là sur le truc. Ça, c'est des trucs que je rajoute à la main. Et en fait, le principe du tirage d'art, c'est que je peux l'imprimer qu'une seule fois, dans un nombre d'exemplaires limité, où du coup chaque exemplaire est numéroté. Et c'est un peu l'entre-deux entre une aquarelle originale et de la papeterie, c'est-à-dire que c'est une œuvre d'art, mais comme elle est tirée en plusieurs exemplaires, c'est un petit peu moins coûteux qu'une aquarelle originale. Donc là, celle-ci qui s'appelle Forêt Bleue, je l'ai tirée en format 15 par 15, donc un format carré. Je rajoute les dorures à la main avec de l'aquarelle dorée de chez Kuretake, et puis je les numérote et je les signe à la main, et elles sont envoyées avec un certificat d'authenticité. Donc j'ai prévu d'en imprimer 10, de les numéroter jusqu'à 10. Au moment où je vous parle, là, la vente d'automne n'est pas terminée, donc ça va dépendre du nombre d'exemplaires qui sont vendus. C'est maximum 10, mais du coup si j'en vends moins que 10, je pense qu'ils reviendront pour la vente de janvier aussi, pour vendre les derniers exemplaires de ce tirage d'art, et en fait il sera plus jamais tiré comme ça. Peut-être que je réutiliserai cette œuvre-là pour un autre format, avec d'autres ajouts à la main, etc. Mais cette série-là, elle est unique, c'est le concept du tirage d'art. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai créé ce mois-ci, c'était un tout premier test pour vous proposer ce type d'œuvre additionnelle sur la boutique, et puis aussi moi pour m'amuser avec le fait d'utiliser une œuvre existante et de rajouter des petites choses en plus à la main. Enfin, c'était hyper intéressant, j'adore créer des nouvelles choses en fait, tester des nouveaux papiers, tester des nouveaux genres de choses. Donc ça m'a vraiment... j'étais vraiment trop contente de tester ce tirage d'art pour cette année. Et voilà pour ce que j'ai créé ce mois-ci. Dans les 15h30 par là, quelque chose comme ça. Ouais, 15h25. Et donc c'est le moment dans l'après-midi de faire une petite pause. Après le repas là, j'ai reçu en fait la dernière bêta lecture que j'attendais pour la novella On Parie, le tome 1 de l'Office des enquêtes discrètes, qui sera le premier livre à sortir dans la collection de Cafélité de Café aux Étoiles, qui est une enquête surnaturelle, une enquête de l'imaginaire, dans un univers de science fantasy, un peu à la Jane Austen, avec des aristocrates mages qui font des soirées de saison pour trouver des mariages arrangés, etc. Et où le personnage principal, Iléa, se rend compte qu'elle n'a pas tellement envie de faire ça, et décide de mener une enquête sur un sabotage qu'il y a dans le bal d'entrée de sa famille. Du coup c'est une petite enquête un peu cosy, un peu sympa, etc. Et je suis dans la phase où en fait j'ai écrit le texte, je l'ai corrigé une première fois, donc relu moi une première fois, je l'ai envoyé à des personnes, d'autres auteurs et autrices de mon entourage, qui l'ont relu pour me donner leur avis professionnel et leur avis de lecteur, lectrice. Donc j'ai reçu le dernier avis aujourd'hui, que j'ai un petit peu relu, parcouru, pour voir un petit peu les problèmes qui ont été soulevés, et commencer à planter des graines pour qu'après mon cerveau travaille en arrière-plan pendant quelques jours pour trouver des idées pour résoudre le problème en question. Et donc ça, les corrections de On Parie, elles reprendront au mois de décembre, quand le Slow Rainbow sera terminé. Ça c'est un exemple d'organisation sereine aussi, de pas avoir trop de projets en cours en même temps pour éviter de me foutre la pression. Là j'ai pris 1 heure pour relire tout ça parce que j'étais curieuse de voir ce qu'allait dire la bêta lecture, et que je voulais planter les graines de la réflexion et de la résolution de problèmes. C'est-à-dire que j'ai un peu posé les problèmes à mon cerveau, et je vais laisser digérer tout ça en arrière-plan avant de reprendre les corrections. Donc je vais terminer cette journée vlog point d'artiste en vous parlant... Alors déjà, je vais terminer les inspirations, etc. Je vous ai parlé ce matin de mes lectures. Là, je peux vous parler de ce que j'ai vu d'intéressant. Donc j'ai vu la saison 5 de The Crown, qui était très bien faite. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Et j'aime bien la manière dont les émotions sont gérées
de manière avec un petit peu de retenue et en même temps on comprend tout de suite. Il n'y a pas ce côté comme trop direct, je mets les pieds dans le plat que j'ai pu voir dans des séries récentes où je trouvais qu'ils étaient trop explicites, qu'ils prenaient un peu les spectateurs pour des cons. Là c'est pas le cas, il y a beaucoup de sous-entendus, il y a beaucoup de... Ouais, elle est vraiment bien foutue cette série. Donc c'est à propos du règne d'Elisabeth II. Et là, la saison 5, c'est le début des années 90, première moitié des années 90. Donc si ça vous intéresse, voilà, j'ai beaucoup aimé. On a vu aussi Maigret, le film qui est sorti avec Depardieu en Maigret et qui est en ce moment sur Canal+. Nous on a le replay là, de Canal et c'est dessus, que j'ai trouvé très très cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de films français qui m'ont plu. Je trouve que Depardieu il joue super bien Maigret. J'avais l'impression de revoir comme Bruno Kramer à l'époque où il le faisait dans la série, mais avec la touche Depardieu. C'est vrai que j'ai reconnu le personnage de Maigret et en même temps l'acteur Depardieu derrière. C'était vraiment sympa. Et ça m'a donné plein d'idées d'ailleurs de personnalités, de personnages d'enquêteurs pour des futures histoires. C'était vraiment cool. Bon film. Voilà donc pour tout ce qui est inspiration culturelle et tout ça. Avant de reprendre ma petite pause et de reprendre ma lecture là pendant 15-20 minutes avant de me remettre au travail, qui va consister à faire le montage de la vidéo que je suis en train de tourner si vous voulez avoir une idée du contenu d'une journée complète. Je vais terminer sur les réflexions un petit peu d'artiste du mois. Comme vous le savez si vous suivez mon podcast, en ce moment je me réfléchis beaucoup à l'organisation sereine et à l'équilibre entre les activités créatives, les activités de boulot, la vie personnelle, toutes ces choses-là. Donc dans le podcast de ce mois-ci, j'ai parlé d'oser se mettre en priorité, parce que je me suis rendu compte que la différence entre mes priorités, on va dire intentionnelles, ce que je trouve important pour moi dans ma tête notamment, mon art et mes créations d'artiste, et ce qui occupe effectivement la majorité de mon temps et de mon énergie dans mon agenda. Et donc il y avait un décalage entre les deux, et je me suis rendu compte que le décalage, c'est que je n'ose pas consacrer du temps à ma créativité en priorité. Ce qui est très intéressant comme constatation, sachant que je suis une artiste indépendante qui a construit une vie autour de ça. Et donc tout ça, j'en parle en détail dans l'épisode de podcast de ce mois-ci, donc oser se mettre en priorité. Et finalement, oser mettre en priorité ce qui est véritablement important pour nous, plutôt que de mettre en priorité ce que la société dit qu'on devrait faire en fait, et qu'on devrait valoriser, qu'on devrait prioriser. C'est un peu oser mener la vie qu'on a vraiment envie de mener, plutôt que de mener la vie qu'on nous dit qu'on devrait mener. Je sais pas si ça a du sens, mais si vous écoutez le podcast, je détaille beaucoup plus ça. Et après, l'autre réflexion que j'ai eue en tant qu'artiste pour le coup, donc ça c'est plus une réflexion vie slow, organisation, introspection, imaginaire intérieur, et la réflexion vraiment en tant qu'artiste, c'était une réflexion autour de ma plume en fait d'autrice, là où mes goûts de lectrice et mes goûts d'autrice se rejoignent, ce que j'ai vraiment envie d'écrire, et on retrouve sur le fait d'oser aussi, d'oser écrire, parce que là avec le Slow Mo, j'ai écrit le début d'une romance paranormale et je me suis rendu compte que j'avais énormément de jugement intérieur autour de ce sous-genre littéraire là, qui me retenait énormément, que ce soit la retenue de me dire ah c'est pas un genre suffisamment valable, etc., alors que je suis au fond pas du tout d'accord avec ça. C'est un genre... En fait, quels que soient les genres et les sous-genres littéraires, il y a des œuvres qui sont plus ou moins qualitatives. C'est-à-dire des livres qui sont plus ou moins bien écrits, qui sont plus ou moins réussis, que ce soit d'un point de vue imaginatif, d'un point de vue narratif, d'un point de vue structurel, d'un point de vue technique, d'un point de vue grammatical, etc. Il y a des livres qui sont objectivement meilleurs que d'autres, mais ça c'est vrai quel que soit le genre littéraire. Et après le genre littéraire, ça je crois que vous en avez parlé dans un favori précédent de l'année 2022 quand je vous avais parlé des livres de Sarah Gimas que j'ai lu au printemps dernier, qui est que derrière les genres littéraires, c'est en fonction des attentes des lecteurs et des lectrices en fait. C'est-à-dire que d'un côté du spectre, vous avez les lecteurs et lectrices qui attendent du space opéra militaire ultra tactique, je vous en parlerai, je suis en train d'en lire en ce moment. Et de l'autre côté du spectre, vous avez des gens qui sont fans des trucs à la Star Wars ou Star Trek ou Firefly, qui c'est vraiment de l'aventure, c'est vraiment du divertissement. Et puis pareil, d'un côté vous avez des gens qui attendent des aventures avec beaucoup de rebondissements, de l'autre côté des gens qui attendent des choses très cosy, très tranquilles, et justement des gens qui vont chercher de la romance,
des gens qui vont chercher au contraire des choses moins orientées personnages et plus orientées message qu'il y a sous l'œuvre littéraire ou quoi. Donc il y a autant de lecteurs et de lectrices qu'il y a de besoins et d'attentes en fait. Et je pars du principe que objectivement il n'existe pas de sous-genre. Enfin dans le sens il n'existait pas de genres qui ont moins de valeur que d'autres. Simplement ils répondent à des envies de lectorat différents. Mais il y en a pas qui ont moins de valeur que d'autres. Et je me suis rendu compte que inconsciemment, j'étais vachement influencée par ce jugement social comme quoi le sous-genre de la romance, et de la romance paranormale dans mon cas, aurait moins de valeur que d'autres genres littéraires, que le polar, que l'aventure, que, je sais pas moi, les romans de tranches de vie quotidienne, etc., etc. Et en conscientisant cette pensée, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout d'accord avec. Il n'y a pas de... Vous savez, on parle de plaisir coupable, mais en fait, il n'y a pas de culpabilité à vouloir lire tel ou tel genre littéraire. On a le droit d'avoir les goûts qu'on veut. Et par extension, en tant qu'autrice, j'ai le droit d'avoir envie d'écrire ce que je veux. Et du coup, je me suis vachement posé la question de ce que j'ai envie d'écrire, en fait. Et je pense que les corrections de On Paris vont aller dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire de vraiment clarifier mon intention. Et d'aller vers vraiment une histoire qui correspond à ce que j'ai envie d'écrire, à ce que j'ai envie de lire. Et dans le cas du SlowRaimo, donc de Prime d'Obsidienne, c'est une romance paranormale parce que c'est le défi que je me suis fixé. On Paris, c'est pas le cas, c'est pas de la romance. Mais du coup, voilà, c'est hyper intéressant comme réflexion d'intention créative finalement, parce que je me suis rendu compte que inconsciemment, je me retenais et je m'empêchais d'écrire pas mal de choses par une espèce de honte inconsciente. Donc j'ai un peu remis tout ça à plat. Et même d'ailleurs, pour terminer là-dessus, je me suis même rendu compte que c'était pas très féministe en fait de considérer que la romance c'était un genre qui avait moins de valeur que d'autres, parce que c'est quand même un genre qui est traditionnellement féminin, même si je connais des hommes qui lisent de la romance. C'est un genre littéraire qui est en tout cas considéré comme féminin, et du coup ça fait partie de cette espèce de truc sexiste social qui dit que les choses qui appartiennent à des mondes traditionnellement plus féminins ont moins de valeur. Comme on se dit que la mode et le maquillage, ça a moins de valeur que le foot. Alors que les deux choses, ce sont des loisirs, des centres d'intérêt, des choses qu'on peut apprécier. Et pourquoi celui qui est plus genré, codé de genre féminin, aurait moins de valeur que celui qui est codé de genre masculin? Ben non en fait. Et vous voyez, si je remets la discussion sur les œuvres culturelles, pourquoi est-ce que une aventure avec une femme forte, genre Buffy contre les vampires, ça aurait moins de valeur que James Bond? Pourquoi est-ce que les œuvres culturelles qui finalement donnent vie à des fantasmes traditionnellement plus masculins auraient davantage de lettres de noblesse que des histoires qui donnent vie à des fantasmes plus féminins? Et typiquement, dans la romance paranormale, il y a beaucoup d'histoires, il n'y a pas que la romance paranormale, mais en l'occurrence, dans la romance paranormale, il y a beaucoup d'histoires qui donnent un peu vie à des fantasmes féminins. Et quand je dis fantasme, je peux pas forcément dire intime. Ça peut être tout simplement le fantasme de la femme forte, qui a un peu du James Bond au féminin, vous voyez. D'une nana qui a son truc, qui mène son enquête, qui fait son aventure, qui couche avec le beau gosse. Pourquoi il y aurait que les hommes qui auraient le droit de fantasmer là-dessus déjà? Et pourquoi ça aurait moins de valeur? Parce que c'est traditionnellement considéré comme féminin. Donc je trouve qu'au contraire, le fait d'assumer que j'aime lire des romances paranormales, c'est un acte féministe pour justement empêcher cette honte. Que vous faites partie des gens qui lisaient des romances, il n'y a aucune honte à ça. Et si vous faites partie des gens qui aimaient regarder James Bond ou les films d'Harrison Ford ou les trucs de cow-boy qui sont clairement des trucs très très fantasmes masculins, il n'y a aucune honte non plus, c'est juste qu'il n'y en a pas un qui est inférieur à l'autre. Donc c'était hyper intéressant ça de décortiquer tout ça. Et ça m'a vachement libérée en fait dans l'écriture de Prime d'Obsidienne, pour vraiment écrire ce que j'ai envie, ce qui m'amuse, ce qui m'intrigue, et finalement remplir le rôle qui était le rôle voulu avec ce défi du SlowRaimo, qui est moi en tant qu'autrice, avec mon expérience actuelle, mes inspirations actuelles, la qualité actuelle de ma plume, si on me demande d'écrire une romance paranormale, qu'est-ce que je vais pondre? Donc, du coup je suis vraiment rentrée à fond là-dedans et c'était vraiment cool. Voilà pour les réflexions du mois, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais reprendre ma pause et puis terminer ma journée une fois qu'il fera nuit en éditant cette vidéo-là.
En attendant, je vous remercie de l'avoir vu jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, un bon mois de décembre si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie. Un bon automne hivernal, parce que là ça y est, c'est la saison, la micro-saison des 24 saisons que j'appelle l'automne hivernal. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.